L'Europe ne se fera pas d'un coup. De Rome à Maastricht. L'écu est mort, vive l'euro. Respect Brexit. Europe is all of us. You are ridiculous. This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Salut, c'est Storyquo, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans le tour des 27 comme le nombre de pays qui composent l'Union européenne. Et oui, ça représente beaucoup de monde, presque 450 millions d'habitants. Ça fait un paquet d'histoires, de langues, de cultures et de traditions. Ça peut paraître compliqué et ça tombe bien, car dans ce podcast, on va en apprendre un peu plus sur chacun de ces pays. Un pays égale un épisode. Si vous avez bien suivi, ça fait 27 épisodes, plus quelques numéros spéciaux. Et dans cet épisode, direction le nord de l'Europe, dans une région divisée en 3 pays que l'on confond souvent, les pays baltes. Petit rappel pour s'y retrouver, en haut c'est l'Estonie, au milieu c'est la Lettonie. Pour finir, le plus au sud des pays baltes, c'est aussi le plus grand et le plus peuplé. On l'appelle la Lituanie et ça tombe bien, car la Lituanie, c'est le sujet de cet épisode. La Lituanie fait partie de l'Union européenne depuis 2004 et si vous achetez quelque chose là-bas, ce sera en euros. En Lituanie, on trouve près de 3 millions d'habitants et plusieurs grandes villes. La plus peuplée, c'est aussi la capitale, elle s'appelle Vilnius. La deuxième plus grande ville n'a rien à lui envier. Elle fut aussi la capitale de la Lituanie. On y trouve de superbes monuments, pas mal de musées et une université réputée. Mais bon, il faut quand même être honnête. Pour les francophones, ce qui interpelle en premier, c'est le nom de cette ville. Bienvenue à Kaunas. Oh mais ça va pas ou quoi? Alors, soyons clairs, ça ne s'écrit pas pareil que l'insulte. Kaunas, la ville, ça s'écrit K-A-U-N-A-S et ça se prononce Kaunas. C'est subtil, alors on va le répéter une nouvelle fois, s'il vous plaît. Kaunas. Kaunas, donc, le lieu de naissance d'un homme qu'il ne vaut mieux pas croiser. C'est un mec super intelligent et avec de la discussion, pas de problème là-dessus. En revanche, il a la fâcheuse tendance de découper et de manger des êtres humains. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Oui, c'est quand même problématique. Heureusement pour les Lituaniens, peu de chances de finir dans son assiette. Car ce psychopathe cannibale n'existe pas. Oui, Hannibal Lecter, c'est bien de la fiction, mais dans l'univers inventé par Thomas Harris, c'est bien à Kaunas, en Lituanie, que le tueur en série est né. Quand on est à Kaunas, cela veut dire qu'on est presque au centre de la Lituanie. C'est donc l'endroit idéal pour faire un tour d'horizon des voisins du pays. À l'ouest, il y a la côte qui donne sur la mer Baltique. Juste au nord, c'est la Lettonie. À l'est, c'est la Biélorussie. Au sud, vous avez la Pologne. Et pour finir, au sud-ouest, c'est le territoire russe de Kaliningrad. Un tas de pays qui font penser aux grosses fourrures et aux chapkas. D'ailleurs, si vous vous rendez en Lituanie, un conseil, prévoyez un kawaii et une doudoune. En hiver, on y a très froid et il neige. L'été, niveau température, ça va, mais attention quand même à la pluie. D'ailleurs, Lituanie, en lituanien, ça se dit « Lietuva » et la pluie, ça se dit « Lietus ». Oui, ça se ressemble, c'est un hasard, mais les Lituaniens aiment bien le rappeler lorsqu'il pleut depuis un peu trop longtemps. Côté paysage, en Lituanie, on trouve pas mal de forêts, de cours d'eau et de lacs. Si vous prenez une carte et que vous observez la côte, vous remarquerez également une longue et étroite bande de terre qui se détache du continent et forme une gigantesque lagune partagée entre la Lituanie et la Russie. L'isthme de Courlande, puisque c'est son nom, c'est un endroit vraiment magnifique où se succèdent des forêts de pins, des petits villages de pêcheurs colorés et d'immenses dunes de sable qui plongent des deux côtés dans les eaux froides de la mer Baltique. Bref, une vraie carte postale qui vaut le coup d'œil. Si vous êtes plutôt fasciné par les oiseaux, vous n'aurez pas à aller très loin non plus. Chaque année, des millions d'oiseaux migrateurs passent par cette région avant de se disperser dans tout le pays. Et si vous levez les yeux, vous aurez peut-être une belle surprise. Tous les étés, la Lituanie devient le Ibiza des cigognes blanches que l'on peut reconnaître à leur long bec, à leurs grandes ailes majestueuses et à leurs cris hyper chelous.
On peut trouver leur nid en haut des poteaux ou sur le toit des maisons. Pour les Lituaniens, c'est un symbole de chance, et comme le dit un vieux dicton local, là où il y a un nid de cigogne, il y a forcément des honnêtes gens. Ça tombe plutôt bien puisque c'est en Lituanie qu'on trouve la plus forte densité de couples de cigognes dans le monde. Pas vraiment étonnant donc qu'elle soit devenue l'oiseau national du pays. Des plages, des forêts et des oiseaux, en revanche, ce que vous ne trouverez pas dans ce pays, ce sont des montagnes. La Lituanie, c'est plat, très plat. Le point le plus haut est une colline de 294 mètres d'altitude, c'est moins haut que la Tour Eiffel. Bonjour à la Tour Eiffel. En Lituanie, on trouve une autre colline un peu étrange qui émerge en plein milieu de la campagne. Son nom, c'est la colline des Croix. Et si vous avez peur de ne pas la reconnaître, je vous rassure, elle est impossible à manquer. Suffit les mensonges. Si, promis, vous la verrez, tout simplement parce qu'elle est complètement recouverte de croix catholiques. Il y a des croix toutes petites et des super grandes, des croix toutes simples et des plus élaborées, des croix en métal, des croix en pierre et surtout des croix en bois. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Bref, si dans la vie votre truc c'est les croix, bingo, c'est votre jour de chance. Là-bas, il y en a pour tous les goûts. Cela fait plus de 200 ans que des pèlerins viennent en déposer et prier pour la liberté du peuple lituanien, souvent envahi notamment par son voisin russe. Plusieurs fois durant l'occupation soviétique, la colline a été rasée au bulldozer. Mais à chaque fois, les croix ont été reconstruites en cachette. Peu à peu, la colline est devenue un vrai symbole de résistance nationale. Aujourd'hui, on trouve des dizaines et des dizaines de milliers de croix sur la colline, qui est un haut lieu du christianisme en Lituanie. Le pape Jean-Paul II et le pape François y ont même déjà prié en personne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alors franchement, avec tout ça, on se dit qu'entre la Lituanie et le christianisme, c'est le grand amour. Oui, c'est vrai que les deux sont très liés, mais ce n'était pourtant pas gagné, loin de là. Car il faut noter qu'en Lituanie, il y a un héritage païen qui reste très présent, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que le pays fut le dernier grand royaume d'Europe à devenir chrétien, une histoire que nous allons reprendre depuis le début. Nous sommes en l'an 1009. À l'époque, la Lituanie, en tant qu'État, ça n'existe pas, mais on aperçoit pour la première fois son nom dans les archives d'une ville allemande. On peut lire dans un manuscrit qu'un moine chrétien est parti dans l'est de l'Europe pour convertir les païens. Il rencontre une tribu lituanienne, mais tout ne se passe pas comme prévu. Les païens ne veulent pas du tout devenir chrétiens. Tu vas la fermer ta grande gueule, oui. Et pour bien marquer le coup, c'est le cas de le dire, il décapite le moine et pend ses 18 compagnons. Forcément, la love story commence un peu mal. Pendant des décennies, l'Église catholique va insister et va même organiser des croisades contre les païens. Pour mieux résister, ces derniers vont s'unir et créer le Grand-Duché de Lituanie. Mais en 1385, le grand-duc Jagellon veut renforcer son pays en se mariant avec Edwige, la reine de la Pologne. Edwige est catholique, alors elle lui dit « Ok, on se marie, mais seulement si vous vous convertissez, toi et tous les nobles de ton pays. » Le grand-duc répond « D'accord. » Je suis naturellement païen et difficilement chrétien, mais je pense à l'avenir. Et voilà, le tour est joué, on oublie les vieilles disputes et on reprend tout à zéro. Jagellon devient Ladislas II, un roi chrétien qui règne sur la Lituanie et sur la Pologne et qui contrôle le plus grand territoire d'Europe. Pendant plusieurs siècles, l'union entre la Pologne et la Lituanie va tenir, mais à la fin du XVIIIe siècle, ça se complique. L'alliance est attaquée par ses voisins et vole en éclats. La Lituanie se retrouve sous domination russe pendant plus de 100 ans. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'elle redevient indépendante, mais pas pour très longtemps. En 1940, l'URSS prend le contrôle du pays, vite remplacé par l'Allemagne nazie, qui est vite remplacée par l'URSS. Évidemment, à un moment, les Lituaniens en ont marre de se faire envahir tout le temps et développent un fort patriotisme. On le retrouve dans la religion, dans la culture, mais aussi dans le sport. Oui, ce n'est pas pour rien si le sport national en Lituanie, c'est le basket. C'est vrai, on est bien loin des États-Unis et de la NBA.
La Lituanie a pourtant brillé à plusieurs reprises dans ce domaine, ce qui lui a permis de s'affirmer en tant que nation. Il y a un exemple parfait pour illustrer tout ça, celui du plus grand club du pays, qui se trouve à Kaunas. Créé tout juste à la fin de l'occupation nazie, le club est appelé le Žalgiris, en référence à une bataille du Moyen-Âge où les Lituaniens mirent une vraie correction à des chevaliers venus d'Allemagne. Forcément, le message est clair. Tu dégages. Mais c'est contre les soviétiques que le Žalgiris Kaunas va se démarquer. Le club fait alors partie du championnat du RSS, qui est largement dominé par le CSKA, le club de Moscou, son plus grand rival. Dans les années 1980, la rivalité monte encore d'un cran. 6 années de suite, les deux clubs s'affrontent en finale. En 1985, c'est une nouvelle fois le cas. Au match aller, c'est la surprise. Le Žalgiris bat son adversaire sur son propre terrain et remporte nettement la rencontre. Pour le retour, le match a lieu à Kaunas et c'est beaucoup plus serré. La tension est palpable. Les secondes défilent, lentement, très lentement. Plus que quelques-unes. 3, 2, 1... Voilà, c'est fait, le Žalgiris s'impose 77-75. Le club lituanien vient de battre son plus grand rival et remporte le championnat du RSS. Les Lituaniens explosent de joie. La consécration va se répéter en 1986, puis en 1987. C'est bon, on a compris. Pendant 3 ans, le Žalgiris domine. Pour les Lituaniens, c'est l'occasion rêvée de se démarquer sur la scène internationale. Chaque match devient un vrai rassemblement anti-soviétique. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus, mais dans le stade du Žalgiris, l'ambiance n'a pas tellement changé. Le CSKA de Moscou reste l'une des équipes les plus détestées des supporters, et ce sont maintenant les messages en soutien à l'Ukraine qui sont déployés lors de chaque rencontre. Vous l'aurez compris, entre la Lituanie et la Russie, c'est historiquement compliqué. Les tensions se sont encore renforcées depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine. Pour les Lituaniens, la crainte, c'est d'être les prochains sur la liste. Alors, prise en étau entre la Biélorussie, l'allié de la Russie, et le territoire russe ultra-militarisé de Kaliningrad, la Lituanie n'a pas d'autre choix que de rester sur ses gardes, de renforcer ses frontières et de tirer le signal d'alarme. On va maintenant parler d'un homme qui n'a vécu en Lituanie que quelques mois, mais son passage fut d'une importance cruciale. Il s'appelle Shihun Sugihara et en 1940, quand le pays est envahi par les soviétiques, ce diplomate japonais est alors consul à Kaunas. À l'époque, le nazisme s'étend en Europe et la Lituanie compte des centaines de milliers de personnes juives qui cherchent à fuir l'Europe pour se réfugier le plus loin possible. Pour cela, il faut un visa que l'on trouve dans les consulats étrangers. C'est là que Shihun Sugihara rentre dans l'histoire. Ses supérieurs lui demandent de ne rien faire, mais c'est impensable pour le japonais. Sans informer sa hiérarchie, il passe ses journées à signer des visas et à les distribuer à ceux qui en ont besoin. Au bout de 2 mois, on l'oblige à quitter la Lituanie, mais jusqu'au bout, alors même que son train commence à partir de la gare, Shihun Sugihara balance des visas par la fenêtre. Après la guerre, le diplomate est renvoyé, sa carrière est brisée, mais son action héroïque aura aidé plusieurs milliers de personnes juives. Sa mémoire a quand même fini par être réhabilitée. Celui que l'on surnomme le Schindler japonais a même reçu le titre de juste parmi les nations. Mr. Sugihara wrote these visas by hand. He was able to write a little over 2,000 visas. He saw people who were really desperate to leave Lithuania. Mais beaucoup de Juifs n'ont pas eu l'opportunité de croiser Shihun Sugihara. La Shoah en Lituanie, ce fut l'une des plus meurtrières en Europe. En 4 années, 95% de la communauté juive présente dans le pays fut massacrée par les nazis et leurs sympathisants au sein de la population lituanienne.
Dans cet épisode, on a beaucoup parlé de Kaunas, mais très peu de la capitale, Vilnius. Une ville que l'on connaît parfois car l'écrivain Romain Gary y est né. Une ville que l'on connaît aussi à cause d'un féminicide commis il y a plus de 20 ans, le meurtre de l'actrice Marie Trintignant, victime des coups violents, puis de l'inaction volontaire de son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Mais Vilnius reste tout de même une ville assez méconnue. L'idéal, ce serait d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien la ville. C'est parfait, puisque c'est le cas de l'historienne Akvilė Kabasinskaitė, qui est lituanienne et qui vit entre Paris et Vilnius. Bonjour, je m'appelle Akvilė Kabasinskaitė. Je travaille actuellement sur ma thèse de doctorat. Et à côté de ça, je fais des films documentaires et je travaille dans le cinéma. Akvilė, depuis que tu es petite, tu vis entre la France et la Lituanie. Tu es née à Vilnius et tu y retournes très souvent. Comment tu décrirais cette ville ? Il faut commencer par dire qu'on a été élue la jeunesse la plus heureuse au monde cette année. Donc il y a une très très belle vie pour les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a c'est une ville complètement moderne. T'as les restaurants, des cafés. T'as aussi beaucoup d'endroits culturels où il y a des super concerts. Donc on va dans tous ces endroits-là. Et moi, je pense qu'il est vraiment unique à Vilnius, c'est que si on regarde de l'auteur, en fait, on dirait que c'est plutôt une forêt avec des bâtiments. Cette harmonie entre la ville et la nature qui rend l'atmosphère de Vilnius très très apaisante, je dirais presque intime. Enfin, il faut comprendre qu'à Vilnius, quand tu te balades, c'est très silencieux. Ça veut pas dire qu'on sait pas faire la fête, mais c'est très très silencieux. C'est impressionnant d'entendre ce silence. Parfois, même quand tu marches dans les rues principales, en fait, ce que j'aime vraiment à Vilnius, c'est aussi cette proximité de la nature qu'en 20 minutes, on peut se retrouver au bord d'un lac pour se baigner avec personne autour. C'est quelque chose qu'on fait après le travail ou aussi aller à la rivière. Non, on a deux. Donc on a la rivière de Neris et la rivière de Vilnelė. Donc Neris c'est plutôt un fleuve. Moi je suis plus Vilnelė, plus petit ruisseau où j'aime bien y aller. Et c'est la rivière Vilnalė qui a donné son nom à Vilnius. Exactement. Vilna, mais maintenant on l'appelle Vilnelė. Puisqu'on en parle, il me semble qu'il y a une légende célèbre sur la création de la ville. Bien sûr, la légende de Gediminas, tout le monde la connaît en Lituanie. C'est le grand-duc de Lituanie. Gediminas, c'était le grand-duc de Lituanie au XIVe siècle. Et donc, l'histoire raconte qu'après une journée de chasse, dans les collines autour de Vilnius, il a fait un rêve. Il a rêvé d'un loup en fer qui hurlait si fort qu'on l'entendait partout dans le monde. Et donc, il a été intrigué. Il a consulté un prêtre païen qui lui a expliqué que ce loup symbolisait une ville forte et puissante qui devrait être fondée à cet endroit-là. Et donc, c'est ainsi que le grand-duc de Lituanie, Gediminas, a décidé de construire la ville de Vilnius à cet endroit-là. Et aujourd'hui, des siècles après ce rêve de Gediminas, qu'est-ce qu'on peut trouver à Vilnius en termes de bâtiments, d'architecture ? Je pense qu'il frappe le plus en Lituanie, c'est le nombre d'églises de toute religion, catholiques, orthodoxes, juives, protestantes, qui témoignent de ce passé multiculturel de Lituanie et la tolérance religieuse, qui est toujours très très importante. Il y a aussi donc le château de Gediminas qui est à côté de la cathédrale, donc tout ce centre historique. Après, si tu sors un peu du centre, t'as cette histoire qui est plus douloureuse pour nous. T'as donc les bâtiments de la période d'occupation soviétique qui sont des bâtiments en bloc qui devient tout gris, qui entoure ce centre-ville qui est très très diversifié. Donc t'es au centre, dans le cœur, dans une diversité, et autour entouré de blocs de maisons grises qui restent de cette invasion. Il y a aussi un quartier qui est une sorte de micro-État en plein cœur de Vilnius. Oui, donc la République d'Užupis, ça rentre un peu dans l'idée de ce que c'est l'humour en Lituanie. Et donc il était fondé officiellement le 1er avril 1997. C'était un poisson d'avril. Et donc Užupis aujourd'hui est devenu un symbole fort, non seulement artistique mais aussi politique. Et donc c'est un micro-État dans un très petit pays qui est la Lituanie. Donc ils ont leur constitution, ça a son propre président, son parlement, sa monnaie. Et faut dire qu'aujourd'hui le quartier est bien devenu gentrifié, mais il reste un monument historique du début de la récupération de l'indépendance lituanienne dans les années 90.
Ça n'a aucun conflit avec le gouvernement lituanien et tout le monde peut y entrer. Il n'y a pas de sécurité à l'entrée. On distribue les passeports, mais tout le monde peut les obtenir. Il faut juste la demander, en fait, la nationalité de Užupis en disant qu'on adhère à cette constitution qui dit qu'un chien a droit d'être un chien et que tout le monde a droit d'être unique, tout le monde a droit de ne rien comprendre, etc. Et toi, alors, tu l'as, du coup, la nationalité de Užupis ? J'ai grandi mes premières 8 années de ma vie, j'ai vécu à Užupis. Donc, oui, je fais partie des citoyens des premiers citoyens de la République de Užupis. Avant de finir cette interview, je m'éloigne un peu de Vilnius. J'ai entendu une petite histoire. Il paraît que les Lituaniens trouvent que leur pays a une forme de cœur. Est-ce que c'est vrai, ça ? Bah oui. Non, mais on trouve ça évident. On trouve même pas que c'est une petite histoire. On trouve que c'est évident que, comme l'Italie, ça a une forme de chaussure, nous, on a un petit on est en forme de cœur. Il n'y a pas de question là-dessus. C'est un fait. Merci beaucoup à Agvile Kabasinskaite. Vous l'avez entendu, à Vilnius, il y a beaucoup d'églises. Il y a notamment la cathédrale de la ville, une église aux allures de temple grec, près de laquelle on trouve une petite dalle ancrée dans le sol, une dalle sur laquelle est inscrit un mot, stebuklas, miracle en lituanien. Alors, de quel miracle parle-t-on ? Il faut remonter au 23 août 1989, alors que les pays baltes sont encore membres de l'URSS. Ce jour-là, un appel au rassemblement pour demander l'indépendance est lancé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le message passe. En début de soirée, des citoyens estoniens, lettons et lituaniens se réunissent pacifiquement et forment une chaîne humaine mais alors très longue. Cette dernière part de la capitale de l'Estonie, puis franchit les grandes villes et les campagnes, passe par la capitale de la Lettonie, puis franchit de nouveau les grandes villes et les campagnes et traverse la Lituanie avant de se terminer à Vilnius, au pied de la cathédrale. Au total, cette chaîne humaine, appelée la Voie balte, fait presque 700 km de long et réunit 2 millions de personnes. Millions of people holding hands through 3 countries stood together, demanding the same human rights like the rest of the free world. L'événement a un retentissement mondial, l'URSS est furieuse mais déjà sur le déclin. Dès l'année suivante, la Lituanie devient la première république de l'URSS à déclarer son indépendance, suivie par la Lettonie et l'Estonie. Les pays baltes sont enfin libres, un vrai miracle. Vous connaissez peut-être cette sensation quand en vous habillant un matin, vous vous dites « Mais quel bordel, j'ai une tonne de vêtements que je ne mets jamais !» En 2008, lors d'un déménagement à Vilnius, c'est en tout cas exactement ce que se dit une Lituanienne, Milda Mitkut. Elle en parle à son compagnon qui l'aide à créer un site web. L'idée est simple, se débarrasser d'une partie de sa garde-robe en la vendant à des amis. Les affaires sont les affaires. Simple, mais ça plaît. Le couple comprend très vite qu'il y a quelque chose à creuser et développe l'entreprise qui prend un nom devenu célèbre, Vinted. Tu ne le portes pas ? Vends-le. En quelques années, Vinted devient international. A priori, pas besoin de vous expliquer comment ça marche, puisque la France est de loin le pays qui compte le plus de membres Vinted dans le monde. Alors, la prochaine fois que vous vendrez cette paire de chaussures qui est trop petite, ou ce pull qui n'est finalement pas si beau, franchement, c'est trop moche, ayez une pensée de remerciement pour Milda et son déménagement un peu galère. Mais si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, il y a une solution. Prenez une minute pour vous demander si vous avez réellement besoin d'acheter un nouveau vêtement. Et si vous souhaitez vous débarrasser d'un vêtement en bon état, n'oubliez pas que vous pouvez aussi le donner à des associations. Pour aborder ce dernier chapitre, on va parler parfum. Depuis 2011, la Lituanie possède un parfum national qui symbolise le pays. Si vous appuyez sur le vaporisateur, montera à vos narines une odeur subtile de santal, de cèdre, de musc ou encore de fleurs des champs, le tout saupoudré d'une douce odeur de feu de bois.
Alors, on ne parle pas du feu au-dessus duquel on fait fondre les chamallows, mais plutôt du feu des rituels païens. On en parlait en début d'épisode, la Lituanie est très attachée à ses traditions anciennes. Le pays possède même sa propre mythologie, très inspirée par la nature. On y trouve Loksargis, le dieu des champs, ou encore Jvoruna, la déesse des forêts. On trouve surtout Perkunas, l'un des dieux les plus puissants. C'est le dieu du tonnerre, de la pluie, des montagnes et du ciel. Clairement, Perkunas est balèze et il est également au centre d'une des légendes lituaniennes les plus célèbres, car en Lituanie, il y a une pierre précieuse, une résine dorée que l'on aime particulièrement, c'est l'ambre. Avec de l'ambre, on fait des bijoux, des cosmétiques et plein d'autres choses. Et l'ambre, ça se forme au fond de la mer avant d'être rejeté sur les plages. Et dans la mer Baltique, de l'ambre, il y en a un paquet. Il n'est donc pas impossible d'en trouver des morceaux sur la plage en Lituanie. C'est là qu'on revient à la mythologie lituanienne parce qu'il fallait bien une explication à cette résine dorée qui traînait dans le sable. Les Lituaniens d'il y a très longtemps ont pensé à Perkunas, le dieu du tonnerre. Jadis, Perkunas régnait sur le monde, un monde dans lequel se trouvait la déesse Jūratė, la reine des océans. Jūratė vivait tranquillou au fond de la mer Baltique dans un magnifique palais entièrement construit avec de l'ambre. Mais un jour, un pêcheur, Kastytis, vient lancer ses filets un peu trop près. Jūratė est en colère, elle monte à la surface pour faire la morale à Kastytis, mais quand leurs regards se croisent, les deux tombent profondément amoureux et Jūratė emmène le pêcheur vivre avec elle dans son palais d'ambre. Une histoire d'amour très mimi, mais qui ne plaît pas du tout à Perkunas qui avait promis la main de la déesse à un autre dieu. Perkunas est furieux, il envoie la foudre s'abattre sur le palais d'ambre, qui est réduit en morceaux. Le pêcheur Kastytis meurt et Jūratė est enchaîné aux ruines de son palais pour l'éternité. Les morceaux d'ambre que l'on trouve sur les plages de la Baltique seraient ainsi les larmes de Jūratė et les morceaux de son palais. Une histoire mythologique terrible et franchement déprimante. Heureusement, si vous cherchez des légendes un peu moins tristes, il y en a beaucoup d'autres un peu partout dans l'Union européenne. Évidemment, car l'Union européenne, c'est 27 pays et encore plus d'histoire, de culture et de tradition. Des pays que vous pourrez bientôt découvrir dans les prochains épisodes. En attendant, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. C'était Story Quo, à la prochaine dans le Tour des 27.